Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette émission. Je suis ravie de vous présenter le second numéro donc, de votre émission littéraire Préface. Aujourd'hui, je reçois deux invités. Le premier invité, Robert Procida, auteur d'un roman à caractère autobiographique, Divine Adrénaline. Merci de ton invitation. Mon second invité, donc Guillaume Roubillard, docteur en cinéma, réalisateur et je crois spécialiste ou spécialisé dans le cinéma antillais. Exactement, merci de l'invitation. Aujourd'hui, le fil conducteur de notre émission sera donc du roman antillais à l'adaptation cinématographique. Et avant de donner la parole donc à notre premier invité, je vais faire un rappel. Donc c'est un universitaire, monsieur donc Aguilar Escuela, du Costa Rica, qui donne une définition de la littérature antillaise ou du roman antillais. Alors il dit ceci. Il est vrai que la littérature antillaise est en quelque manière une littérature d'une originalité différente, comportant d'autres caractéristiques ainsi que d'autres sujets lorsqu'elle est comparée à la littérature française hexagonale. Néanmoins, elles partagent toutes les deux aussi certains traits en commun, comme c'est le cas du caractère de la littérature engagée, qui est née et s'est développée comme une arme dénonciatrice des actes d'inégalité et d'injustice au sein de la société contemporaine. Donc en fait, cette phrase est tirée de son essai intitulé « Les caractéristiques du roman antillais » à travers l'œuvre de Marie Scondé, Frédéric Régent et Joseph Zobel. Donc, avant de donner la parole à notre premier invité, je vais le présenter en quelques minutes, je vais dire en quelques mots, même s'il va donc enrichir ce que je vais dire. Robert Procida est actuellement le directeur du développement économique à la Chambre de commerce. C'est un homme très engagé dans le tissu associatif, culturel et sportif qui s'investit dans des causes qui touchent de nombreux domaines, dont la santé. Mais tu nous en diras davantage. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques secondes, on va dire, avant que je ne te pose la première question? Je vais tenter de le faire avec plaisir. Je suis le fils d'une mère femme de ménage, d'un père agriculteur et qui a été élevé par sa grand-mère au centre-ville de Basse-Terre et qui, chemin faisant, a découvert, en tout cas a profité de l'amour presque exclusif de sa grand-mère et dans un environnement un peu particulier, merveilleux, je dirais même, qui est le centre-ville de Basse-Terre, d'où un peu l'essence du livre, du roman autobiographique que je propose à nos futurs lecteurs. D'accord. Alors, la première question que je vais te poser est la suivante. Par rapport à la définition que j'ai faite, que j'ai lue tout à l'heure donc de monsieur Aguilar, est-ce que cette définition du roman antillais pourrait convenir à ton roman Divine Adrénaline? Oui, absolument. Peut-être que j'y ajouterais que dans nos régions colorées, avec des arômes, avec des saveurs, on peut y rajouter ces caractéristiques à nos romans. Et donc, à travers les écrits, à travers ce que l'on veut transmettre aux uns et aux autres, il y a, me semble-t-il, plus que le fait de retranscrire une réalité sociale, une réalité humaine. Il y a aussi un mode de vie, il y a des origines bien trempées sur notre territoire et qui se voient au-delà des mots. Alors, t'engages-tu, parce que c'est le propre logiquement de l'autobiographie, c'est de dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors, est-ce que tu t'engages à dévoiler au lecteur toute la vérité et rien que la vérité dans ce récit? J'ai l'habitude de dire que ma parole m'engage, alors je ne sais pas si ça peut suffire, mais je ferai au mieux. D'accord. Donc, à travers ce que j'ai lu, de ce que tu m'as envoyé, l'amour semble être un fil conducteur dans ce roman, et pourquoi? Alors, je ne sais pas si ça fait référence au fait que j'ai été baigné d'amour de par ma grand-mère, de par l'éducation de ma grand-mère, ou aussi parce que, étant l'enfant unique, étant au centre-ville, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les marchands, les marchandes
poissons qui venaient de terre de haut, puisque ma grand-mère est saintoise, et qui venaient régulièrement dans notre maison et qui, à chaque fois, faisaient référence à l'amour qu'il pouvait porter au petit garçon noir qui est à la maison. Est-ce que c'est aussi le fait que j'accompagnais régulièrement ma grand-mère au marché? Et donc, le marché de Basse-Terre, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie. Et les marchands, dans leur générosité habituelle, légendaire, n'hésitent pas à partager leur amour. Et donc, je pense que c'est l'environnement, c'est le contexte qui fait que en grandissant, on est imprégné de tout cela. D'accord. Donc, tu viens de parler de ta grand-mère. Donc, j'ai vu que c'est une figure qui revient systématiquement dans ton roman. Alors, que représente la figure de la grand-mère dans ce roman? Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le roman de Joseph Zobel, où là encore, on voit la présence d'une grand-mère qui semble très importante. Alors, quel rôle joue cette grand-mère dans ta vie, dans ce roman? Alors, ma vie, comme celle de beaucoup de Guadeloupéens et d'enfants sur cette terre, je pense, peut se rapprocher de ce que beaucoup d'entre nous avons pu vivre, notamment à travers des conditions sociales particulièrement difficiles. Et la grand-mère prenait sa part en soulageant son fils ou sa fille, en prenant à charge l'éducation d'un enfant, c'était généralement le premier, et soulageant ainsi, permettant à la fille, en l'occurrence ma mère, de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. Donc c'est un rôle social, mais c'est aussi un rôle qui, à un certain niveau, à certains moments, peut compenser celui de l'absence du père, parce que nous avons traversé peut-être un peu moins en cette époque une société où le père n'était pas toujours présent. Et donc la grand-mère faisait office d'autorité paternelle, d'autorité maternelle. Et ce biais-là, je pense que beaucoup d'entre nous l'avons vécu. Tout à fait. Donc, j'ai constaté, parce que donc, tu parles donc, de ces relations de la famille qui a souvent été monoparentale, qui l'est encore aujourd'hui, mais ce n'était pas, je pense, tout à fait le même contexte. Donc, j'ai vu aussi que tu parles souvent des femmes. Les femmes reviennent assez souvent, si bien que je me suis demandé si on pouvait qualifier ton roman de roman féministe. J'ai vu aussi que tu parles à un certain moment de potomitan. Alors, sachant qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui refusent ce rôle donc, de potomitan. Alors, est-ce que toi, tu dirais que c'est un roman féministe? Et qu'est-ce que ça t'évoque, le potomitan? C'est un roman profondément féministe. Je pense que c'est un aspect du roman qu'on n'a pas encore relevé, mais c'est un plaidoyer pour la femme. C'est un plaidoyer pour la femme notamment parce que ma transformation a vu le jour lorsque mon épouse m'a permis de vivre la naissance de mon premier garçon. Et il me semble que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, j'ai pu donner un sens à ma vie, un sens à ma présence sur Terre. J'ai compris le lien qu'il y a entre la vie et la mort. J'ai compris où trouver la motivation pour accompagner une famille, participer à l'éducation d'un enfant. Et j'ai compris le lien qu'il y avait entre l'enfant et sa mère. Et que tout écart de langage ou d'attitude envers la mère avait des répercussions sur l'enfant. Et donc, sans compter que ma grand-mère m'avait suffisamment asséné des observations pour que son petit-fils ne soit pas celui qui lui fasse de la peine avec un traitement répréhensible vis-à-vis des femmes. Donc, c'est vraiment un plaidoyer pour la femme, un plaidoyer pour le respect des femmes et pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte à ce que l'humanité et les enfants de Guadeloupe, les enfants de demain puissent être équilibrés. Alors, je vais lire une phrase. « Quelles que soient les circonstances, mon fils, sois toujours reconnaissant dans la vie, même pour le plus insignifiant des services qu'on t'aurait rendus. Ne sois pas oublieux. » Je crois que ça, c'est une phrase que ta grand-mère avait coutume de dire. Oui. Donc, apparemment, la transmission des valeurs et de l'homme que tu es aujourd'hui, c'est encore ta grand-mère. Absolument. Je pense que le formatage de notre parcours de vie est le plus important, c'est dans la prime enfance. Et dans le jeune âge, lorsque nos parents, et en l'occurrence ma grand-mère, traversant des difficultés, mais qui ne sont pas conscientisés encore par le jeune que je suis, me ramènent ces préceptes. Je ne comprends pas trop ce que cela signifie en vérité, mais c'est maintenant, en tant qu'adulte, en tant que parent, je réalise à quel point ces enseignements m'ont accompagné. D'accord.
Je poursuis donc cette interview. Moi, j'ai été interloquée, surprise par le titre « Divine Adrénaline ». Alors, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que toi, tu entends par ce titre et qu'est-ce qui t'a poussé à donner ce titre-là? Parce qu'il est quand même, il interpelle. Oui, alors adrénaline parce que c'est un nom que l'on peut adosser à tout ce que j'ai pu raconter dans l'ouvrage, c'est-à-dire ma passion, le fait de pouvoir m'engager dans le monde associatif, dans le monde professionnel, l'énergie que j'ai pu déployer à mener tant d'actions d'une manière constante jusqu'à maintenant. Et donc l'adrénaline, lorsque cette intuition m'est venue, correspond exactement à la nature profonde qui m'anime. Et puis la version divine, c'est après tout ce qu'il y a de spirituel en nous, hein, alors pas plus ici qu'ailleurs, tout ce qui fait, tout ce qui motive les raisons pour lesquelles on s'engage dans la société. Et donc ce côté divin, il est en chacun de nous. Après, chacun y porte un sens plus particulier. Mais c'est en ça que tout simplement, j'ai considéré que le titre du livre correspondait autant que faire se peut à ce que j'ai pu faire à mon niveau. Parce que j'ai remarqué que le mot foi aussi revient tout au long donc, de ce roman. Alors, est-ce que c'est la foi chrétienne au sens... enfin, en général, très souvent, quand on entend le mot foi, on pense toujours à chrétienté. C'est la foi chrétienne ou c'est simplement la foi, c'est-à-dire avoir un mental positif, développer des valeurs d'humanisme? C'est quoi pour toi cette foi qui revient dans Alors, c'est vrai que j'habitais à 2 pas de la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe et que tous les chants liturgiques, je les connais par cœur, même si je ne fréquentais pas suffisamment assidûment, peut-être pour mes parents, l'église. Mais la foi dont je parle, c'est une foi en l'homme, c'est une foi en ce qu'il a de divin en lui, c'est une forme de puissance universelle qui fait que quand on regarde pousser une plante, on se demande mais d'où vient l'énergie qu'a cette plante? Quand on regarde la vie à travers même ceux qui ne bougent pas, même ceux qui nous semblent inertes, eh bien, elle est d'une nature immanente, d'une nature imperceptible, mais véritablement là et qui nous accompagne. Et donc, c'est en ce sens que la foi qui anime, me semble-t-il, tout être vivant ou ayant un caractère vivant non manifesté, parce qu'il me semble que les roches, les pierres, ce qui nous paraît dur et pour lesquels on ne voit pas, on n'observe pas forcément le cycle de vie, cette matière-là aussi, elle vit. Absolument. Et donc cette foi, elle pénètre tout ce qui est porté à nos yeux, à notre perception. Il me semble que c'est dans ce sens que je voudrais, moi, interpréter la notion de foi. Après... ça ne me dérangerait pas qu'on puisse transplanter d'autres interprétations. La foi chrétienne, par exemple. Alors, j'ai vu aussi que la Guadeloupe tient une place très importante dans ce roman. Alors, par exemple, tu as été guide de montagne, si j'ai bien compris. Oui, oui, tu as fait un guide de montagne. Oui, donc, guide de montagne. À une époque où le premier des réflexes était de s'expatrier et qu'on était souvent scotché par le fait que les touristes qui arrivaient au pays connaissaient mieux notre pays que nous-mêmes. Alors les premières formations de guide en moyenne montagne ont pu voir le jour et c'est à une époque où j'étais encore disponible. J'ai pu, avec des formateurs européens que tout le monde connaît, pouvoir découvrir mon pays, mon magnifique pays, vraiment, s'il y a un pays qui est vraiment magnifique, c'est la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que quand on réécoute les chansons d'époque, souvent on relate la beauté du pays, la beauté des paysages, mais je pense qu'on a trop tendance à se suffire de cela et qu'il faut vraiment, pour de multiples raisons, et bien sûr pour la santé physique, pour la santé morale, pouvoir découvrir ce pays dans tous ses méandres, dans toutes ses traces, dans tout ce qu'il a de plus profond et de plus sain à nous offrir. Je partage complètement ton avis. Il y a aussi un autre aspect qui revient dans ce roman. Donc, la famille est présente, hein. Ta grand-mère, la présence des femmes. Mais manifestement, il y a quelque chose qui a changé, enfin, en tout cas, qui a impacté fortement ta vie, c'est le fait de devenir père. Donc, j'ai vu que tu insistes pas mal dessus. Donc, en quoi ça a été quelque chose qui t'est à ce point impacté, au point que dans ce roman, je rappelle,
Divine Adrénaline, que tu te sentes qu'il y ait des chapitres, enfin en tout cas plusieurs pages consacrées au fait, en tout cas quand tu deviens père pour la première fois, tu racontes comment tu tiens cet enfant. C'est comme si voilà, on dirait que c'était toi directement qui lui avais donné la vie. Alors est-ce que tu peux nous parler de cet aspect? Oui, avec beaucoup de passion, parce que concrètement, j'ai assisté à la naissance de tous mes enfants. Avec, bien sûr, j'ai accompagné mon épouse. J'ai vraiment vécu cette expérience avec beaucoup de bonheur. Et s'il y a quelque chose sur cette terre que j'ai pu faire, pour lequel je suis vraiment satisfait et heureux, c'est d'avoir pu participer à cette expérience de vie grâce à mon épouse. Mais vraiment, un enfant, c'est merveilleux. C'est merveilleux à accompagner, à faire en sorte à ce qu'on lui transmette la vie, en tout cas qu'on puisse faire perdurer la vie, la santé, l'accompagner à l'école, accompagner la maman aussi d'une manière générale. C'est quelque chose où peut-être mes mots ne vont pas suffire. Je parle avec mes tripes et on doit savoir, on doit comprendre que quand il fallait changer les couches, j'étais là. Quand il fallait le soir m'occuper de celui qui pleurait, j'étais là. Quand il fallait aller à l'école pour pouvoir écouter ou entendre ce qu'il y a lieu de faire pour accompagner les enfants, je suis là. Quand il fallait faire du sport, je suis là. Quand il fallait s'il y a un sujet sur lequel je me suis absolument investi, mais avec bonheur, mais un sujet que je découvrais, c'est celui-là. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette expérience où j'ai quand même trouvé, j'ai puisé encore dans mon énergie que j'ai trouvé sans fin pour pouvoir m'occuper d'associations, voilà. Mais ceci dit, je n'aurais pas pu faire autant si la femme qui m'accompagne ne m'avait pas permis de le faire. Alors, tu sais que c'est quand même assez rare d'entendre un tel discours en tant qu'homme sous nos cieux. Généralement, on a tendance à dire que c'est le rôle de la mère de faire un certain nombre de choses. Et donc, à travers ce roman, tu montres effectivement que tous les hommes ne sont pas à mettre dans un même schéma et que certains ont conscience d'autre chose. Mais est-ce que dans ta vie personnelle, excuse-moi, je vais un petit peu fouiller, le simple fait que tu aies eu à t'investir, est-ce que c'est pas lié aussi à quelque chose de personnel? Sûrement. On ne part pas de rien, on part d'un chemin de vie, d'un parcours de naissance qui nous imprime le contexte dans lequel on a grandi. Il y a sûrement des explications. Est-ce que ton père à toi était aussi présent? Non. Non, il n'était pas présent dans ces premiers moments. Et d'ailleurs, j'ai ressenti d'autant plus son absence à la naissance de mon premier garçon. Et la naissance de mon premier garçon m'a incité à aller à sa rencontre. Et c'était encore un autre champ à découvrir, parce que je découvrais un père, je découvrais mon père qui m'a toujours aimé, qui a toujours voulu se rapprocher de moi et qui jusqu'à maintenant a maintenu des rapports de père avec moi et qui m'ont moi-même permis de transmettre à mes enfants ce que je n'avais pas reçu dans les premières années de mon père. C'est une histoire où je suis ravi de recoller les morceaux qui à un certain moment ne l'étaient pas. En apparence. Alors, on poursuit donc cette interview. J'ai dit tout à l'heure dans la présentation que tu étais aussi un homme très engagé donc, dans le milieu associatif, culturel et sportif. Le carnaval, un engagement citoyen, pas juste un engagement festif, oui, mais un engagement citoyen. Alors, j'ai vu 2-3 anecdotes. À un certain moment, j'ai vu qu'il y a une sœur, donc que tu as eu à discuter avec une religieuse, qui a donné un sens particulier au mot carnaval. Je crois qu'une fois aussi, dans une manifestation, tu as milité, on va dire, pour sensibiliser sur la drépanocytose. Alors, quels sont tes rapports avec le carnaval ? J'ai toujours considéré que le carnaval était une excellente opportunité pour le pays, de communiquer sur d'autres sujets, autres que la partie culturelle et festive. Alors, notamment dans le secteur économique, j'ai milité pour que les entreprises, les partenaires, les sponsors puissent intégrer le carnaval,
mais aussi pour qu'à travers profiter d'un coup de projecteur médiatique exceptionnel à ce moment-là, de faire en sorte à ce que des causes sociales puissent être partagées par le plus grand nombre d'entre nous. C'est la raison pour laquelle l'exemple de la drépanocytose ou de l'autisme a pu être porté à travers le carnaval, et donc le coup d'éclat médiatique a fait que qu'on a mieux intégré, mieux pris en compte ces problématiques sociales, et derrière, si tant est que cela puisse avoir des résultats pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, c'était vraiment l'apothéose pour moi, parce que le caractère festif en soi, je n'y ai rien apporté. Par contre, le volet développement économique, le volet coup de projecteur sur une cause sociale, oui. C'est un sujet sur lequel je considérais que ma saison carnavalesque était réussie lorsque sous cet angle-là, j'avais réussi. Alors, tu m'as raconté une anecdote avec des prisonniers. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, nous avions monté un programme de lutte contre l'illettrisme, puisque c'est hier ou avant-hier, c'est la journée nationale de lutte contre l'illettrisme. Oui. Eh bien, nous avons mis en place un programme de formation pour les détenus de la maison d'arrêt de Basse-Terre, de manière à ce qu'à travers un programme de lutte contre l'illettrisme, en pratique, le côté opérationnel, c'était la réalisation de la fabrication de décors. Donc, on leur montrait comment constituer un décor sur une base théorique, et on profitait pour leur apprendre à parler, à écrire le français notamment. Et chemin faisant, ils étaient évalués sur, bien sûr, le côté opérationnel des corps carnaval, mais sur aussi la maîtrise progressive des outils que des professeurs leur mettaient à disposition. Et ben, le groupe des 5 détenus qui ont été retenus, a eu le loisir de remporter le premier prix des corps. Voilà, pour cette saison-là. Et donc, on a eu l'occasion de revoir à l'extérieur, parce qu'ils avaient une autorisation pour sortir, de revoir à l'extérieur certains d'entre eux qui se sont réinsérés. Super, c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Alors, tout au long donc de ce roman, et déjà quand on t'écoute, s'il y a une chose qui ressort, c'est le don de soi. Pour toi, c'est important. Tu ne fais pas apparemment les choses de manière superficielle. C'est soit tu t'engages, soit tu n'es pas là. C'est bien cela. Alors, bien ça. Quelle définition, toi, tu donnes à la notion de don de soi? C'est faire ce que l'on peut faire le plus sincèrement, le plus simplement du monde, sans a priori, quoi. Alors, après, chacun a ses niveaux d'implication, et qu'il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de comparer ce que celui-ci fait ou ce qu'un autre peut faire. Mais chacun, à sa mesure, là où il est, s'il faut revenir à l'exemple du carnaval, les applaudissements pouvaient largement suffire à celles et ceux qui déambulaient dans les rues, et on pouvait ne pas demander plus, alors que d'autres sponsors finançaient effectivement, accompagnaient. Chacun à sa mesure doit pouvoir comprendre, estimer ce qu'il peut donner pour faire en sorte à ce qu'une cause avance. C'est tout. Nous arrivons donc à la fin de cette interview. Ma dernière question. En conclusion, alors je remets encore ce roman à l'écran, Divine Adrénaline. Peut-on parler de roman humaniste, et que voudrais-tu que les lecteurs retiennent de ce roman? Alors, je m'en voudrais d'indiquer d'ores et déjà ce qu'il faudrait en dire du roman. Mais ce qu'il faudrait retenir, je pense que j'aimerais qu'on y retienne, c'est que la vie qui nous est donnée ou prêtée nous invite à la vivre passionnément, le mieux possible, le mieux en interaction avec notre vis-à-vis, le mieux en amour, le mieux en partage. Et donc, chacun à son niveau, chacun dans son domaine de compétences, nous pouvons le plus sincèrement, le plus simplement du monde, aimer notre environnement, aimer notre vis-à-vis, nous aimer nous-mêmes, et faire en sorte que la société soit plus pacifiée et que nous soyons encore plus heureux sur cette terre. Est-ce que tu souhaiterais nous lire un extrait ou ce que tu voudrais du roman avant que je passe la parole à notre second invité? Vraiment ce que tu souhaites, ce que tu voudrais. Alors, peut-être les premiers mots concernant les enfants. À toi, Abraham,
à toi Charlie, à toi Kénisé, à vous trois mes très précieux champions. Merci du fond du cœur pour l'énergie du bonheur qu'à profusion vous m'offrez. Divine Adrénaline en est le vibrant témoignage. Donc en fait c'est aussi, comment dirais-je, l'expression de l'amour que je porte, que tout parent porte à ses enfants en fait. Ou devrait, hein, parce que... Ou devrait. Merci beaucoup en tout cas Robert Procida. Une dernière fois encore, je vous montre ce roman, Divine Adrénaline, que je vous recommande, un homme passionné. Et à travers aussi ce roman autobiographique, il y a aussi en fond la Guadeloupe. Je trouve qu'on voit l'évolution donc du pays. Et ce qui se dégage aussi de ce roman, selon moi, c'est quelque chose de très très positif, notamment ton regard sur la jeunesse. Alors, je vais me permettre de lire ce passage qui m'a interpellée positivement. Certains adultes se limitent quelquefois à cadrer l'image de notre jeunesse entre plaisir, frime, farniente et légèreté. Si ce cliché peut toujours prêter à débat, je retiens particulièrement de ces quelques années de fréquentation d'étudiants issus de tous les milieux constituant notre population un profond sens de la réflexion critique et une approche du futur décrivant leur territoire plutôt apte à être en phase avec la modernité. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre rubrique sorties littéraires. Alors, ces sorties littéraires sont très nombreuses pour ce mois de septembre. Alors, je vais tout d'abord commencer par les éditions Negmaron. Nous avons tout d'abord un essai de monsieur Harry Broussillon intitulé Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la négatitude au travail, tome 2. L'œil de l'étranger ne voit que ce qu'il sait de nous. C'est consanouillé, c'est vraiment tout le titre. Un deuxième ouvrage, toujours un essai de Thierry Lima, de l'ornemental à l'expression des médias en travail social. Un roman maintenant d'Héloïse Chauvel, Sacha, Nina et la forêt malade. Un autre essai, donc cette fois-ci de Lucien Gailladine, pour une Guadeloupe responsable, souveraine et émancipée. Toujours un essai avec Didier Destouches et Cécile Madassamy, Manifeste pour l'autonomie alimentaire. Encore un essai du docteur donc Christian Trébert, Les Guadeloupéens se cachent pour être français. Didier Manette sort un recueil donc de poésie, Récalcitrant en corps inconnus, bruine poétique. Donc ça c'était pour les éditions Negmaron, dont vous avez vu il y a pas mal de sorties littéraires. Maintenant, je vais passer aux éditions donc, de la plateforme d'audiolivres Une voix, une histoire. Alors, nous avons deux ouvrages que vous pouvez écouter. Il y a donc une nouvelle intitulée Le vieil arbre de Nadine Cornely. Toujours de Nadine Cornely, Contes des Antilles, tome 2. Et enfin, un roman donc d'Eddie Broussillon, Quand la montagne explosera. Vous voyez donc que vous avez de quoi lire. Ceux qui aiment les romans trouveront leur compte. Ceux qui aiment donc les essais trouveront aussi leur compte. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique cinéma avec Une page se tourne, Silence ça tourne avec Alix. Bonjour Laure. Merci de m'accueillir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur dont 37 œuvres, pour l'instant, parce qu'il en a écrit beaucoup, ont été adaptées au cinéma. Il s'agit de Stephen King, donc écrivain américain à succès. Il a maintenant près de 350 millions de livres vendus dans le monde. Donc c'est un écrivain effectivement qui a vendu énormément de livres et à qui nous devons notamment Misery, Carrie et Ça. Donc je vous propose de nous intéresser à un roman sorti en 1977 qui s'appelle Shining. Alors je vais vous faire un petit résumé. Écrivain et alcoolique, donc le héros du livre, Jack Torrance s'est engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel isolé du Colorado qui s'appelle l'Overlook, où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Donc il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium qui s'appelle le Shining. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre, donc pour lui ça ne va pas très bien comme écrivain, son fils est hanté par des visions terrifiantes du passé de l'hôtel. Il préfère néanmoins se taire, sachant quelle importance revêt ce travail pour son père.
Mais l'hôtel commence à posséder Jack, le rendant de plus en plus instable et agressif. Donc peu à peu, et après plusieurs incidents de plus en plus terrifiants, Jack cède au charme vénéneux de l'hôtel et voit son fils et sa femme comme des ennemis dont il doit se débarrasser. Oh. Donc lors de l'émission précédente, on avait vu un exemple d'excellente collaboration entre Joseph Zobel et la réalisatrice Eusanne Palcy. Les choses se passent de façon quand même différente pour Shining. Donc on va parler de ça. Le réalisateur Stanley Kubrick, auréolé de son succès pour l'excellent 2001, l'Odyssée de l'espace sorti en 1977, accepte l'offre de la Warner, donc les producteurs, de réaliser le film, à condition de pouvoir changer ce qu'il veut au scénario, ce qui convient très bien à Stephen King à ce moment-là. Donc lui, il est tout à fait d'accord, il cède ses droits, et c'est Kubrick qui va se charger de réaliser le film à partir de son livre. Toutefois, le metteur en scène ne croit pas aux fantômes, et il n'est pas tellement emballé à l'idée de réaliser un film d'horreur. Donc au lieu de co-signer le scénario avec Stephen King, il préfère la romancière Diane Johnson. Stephen King est donc évincé du travail d'adaptation qui va s'étaler sur plus de 11 semaines. À quatre mains, ils vont modifier profondément le livre. Donc il va en rester bien sûr l'histoire principale, mais le scénario sera un mélange de psychanalyse, la schizophrénie, donc qui est un thème cher à Kubrick, le roman gothique, la spécialité de Diane Johnson, et enfin l'intrigue du livre, qui reste quand même les phénomènes surnaturels. Le réalisateur propose le rôle principal à Jack Nicholson, qui est un acteur connu. Donc après Vol au-dessus d'un nid de coucou, il s'impose comme la figure incontournable de la démence à Hollywood. En 1980, Nicholson est un des acteurs les mieux payés du cinéma. Pour Kubrick, donc c'est l'acteur avec qui il souhaitait travailler depuis très longtemps, c'est le meilleur interprète qu'il puisse imaginer, et son rôle sera effectivement la performance de ce qu'il attendait, hein. Un mélange de contrôle, parce qu'il se contrôle quand même beaucoup dans le film, et de folie absolument débridée. Donc le réalisateur est très content de son choix. Bien que dans le roman, Stephen King décrive Wendy, la compagne de Jack, donc sa femme qui l'accompagne, comme une femme séduisante et sûre d'elle, Kubrick choisit tout son opposé, qui prend l'actrice Shelley Duvall. Son excentricité se voit sur son visage, comme dans ses mouvements, et selon Kubrick, seule une femme comme elle pouvait rester avec le personnage de Jack. Donc lui, il estime que c'était la femme qui lui convenait. Voilà. Le tournage de près d'1 an est particulièrement difficile pour elle, donc Shelley Duvall. Elle a clairement marqué les esprits parce qu'elle a fait une performance magnifique, mais la folie du personnage a vraiment pesé sur elle. D'autant plus que Kubrick s'est montré particulièrement exigeant et cruel avec elle pour renforcer son jeu. Alors qu'il laisse une certaine latitude à Jack Nicholson dans son interprétation, Shelley Duvall, elle, doit répéter 50 à 40 fois la même scène. Donc c'est absolument épuisant pour elle. Et plus tard, elle dira « Ce fut une expérience formidable, mais si c'était à refaire, je n'accepterais pas le rôle. » Donc elle ne le referait pas. À la demande de Kubrick, qui voulait des mouvements de caméra en continu, fluides et pouvant même quelquefois raser les murs ou coller au plus près du sol, donc pour des scènes complexes, on se souvient notamment du parcours des couloirs de l'hôtel en tricycle par Danny, donc c'est le petit garçon du film. L'opérateur Garrett Brown va manipuler des caméras à réflexe 35 mm avec optique Zeiss montée sur Steadicam. Donc c'est un système fixé via un harnais muni de contrepoids qui a déjà été utilisé à l'époque dans des films comme Rocky ou Marathon Man, mais qui est utilisé là dans une version quand même améliorée. Donc l'opérateur Steadicam, celui qui porte le Steadicam, peut marcher ou courir tout en gardant un cadre stable, donc c'est assez stable, et obtenir des travelling verticaux et horizontaux, ainsi que des panoramiques avec cette seule machinerie. Donc il a juste besoin de ça. Le Steadicam permet de suivre en marchant ou en courant un ou plusieurs personnages sur terrain accidenté. Donc on peut monter un escalier, poursuivre quelqu'un dans une rame de métro, ça permet, on peut faire de beaux plans. L'utilisation, donc il a quand même beaucoup utilisé dans le film, permet par la suite une véritable envolée commerciale de l'appareil. Donc à partir de là, d'autres réalisateurs, les studios commencent à s'y intéresser parce qu'il a été utilisé dans ce film qui est très connu. Donc Kubrick a donné naissance à un nouveau genre de film d'épouvante, donc qui est un peu un film d'horreur psychologique. Il se concentre sur l'état mental et le ressenti intérieur en voulant donner une sensation d'angoisse et de mal-être. Donc dans ce film en particulier, ça fonctionne grâce à la musique qui est originale et quand même, on se souvient longtemps de la musique de Shining et les décors inoubliables de l'hôtel. Ça aussi, on s'en souvient. La différence la plus significative
entre les versions de Stephen King et de Kubrick, dans Shining, sont un peu la puissance et l'objectif de l'hôtel. Donc dans le livre, l'hôtel, l'Overlook, est un personnage à part entière qui essaye de s'emparer du pouvoir de Danny, son Shining, pour l'ajouter à sa pléthore d'énergie sombre. Donc il utilise son père pour lui voler son pouvoir. C'est difficile à montrer dans un film. C'est quand même un hôtel, on ne parle pas d'un personnage qui existe. Donc dans le film, c'est un peu différent. On se concentre beaucoup plus sur la folie de Jack. À sa sortie, Shining a rencontré initialement des critiques mitigées aux États-Unis. Ça arrive. Notamment le magazine Variety qui écrit « Kubrick a fait équipe avec l'irritant Jack Nicholson pour détruire tout ce qui était terrifiant dans le best-seller de Stephen King. » Donc ça n'a pas plu, mais au fil des années, les réactions des critiques furent plus positives et de nos jours, le film est considéré comme un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés. Donc en 2001, il y a eu un classement des 100 films des 100 dernières années, 100 meilleurs films d'horreur. Il a eu la 29e place, donc c'est quand même un film qu'on considère comme très bon film d'horreur. En revanche, Stephen King affirme qu'il adore et déteste l'adaptation. Selon lui, le scénario trahit l'esprit du livre et les thèmes majeurs qu'il y aborde, en particulier la désintégration de la famille et l'alcoolisme, qui était un thème important qui a été un peu mis de côté. Donc, selon l'écrivain, certaines parties sont effrayantes, font froid dans le dos, mais d'autres tombent à plat. Et c'est un film réalisé par un homme qui réfléchit trop et ne ressent pas assez. Oh. Mais surtout, il s'attaque à Shelley Duvall, le personnage féminin, et il dit que c'est l'un des personnages les plus misogynes que je n'ai jamais vu à l'écran. En gros, elle n'est là que pour crier et avoir l'air bête. Ce n'est pas du tout la femme sur laquelle j'ai écrit. C'est vrai que son personnage ne ressemblait pas à celui qui sera dans le film. Donc c'est une des nombreuses raisons, il y en a certainement d'autres, pour laquelle en 1997, il produira, lui, et scénarisera une seconde adaptation de Shining, intitulée « Shining, les couloirs de la peur » en 3 parties. Donc c'est un téléfilm de 87 minutes, 3 parties en 87 minutes. Donc au final, ça fait 4h45 de film. C'est un téléfilm très long. Et pour ce faire, il est obligé, alors que c'est lui qui a écrit le livre, de racheter les droits du film que Kubrick s'était approprié. Donc il est obligé de négocier avec la Warner et donc Kubrick, qu'il veut bien lui rendre les droits, bien sûr en payant, mais à une condition. À partir de maintenant, il n'a plus le droit de continuer à émettre son opinion sur son film de 1980. Donc là, on est quand même des années après, tout le monde connaît déjà son point de vue, donc on sait qu'il n'a pas particulièrement aimé, donc il accepte. Et c'est Mike Garris donc, qui réalisera ce très long téléfilm, et les décors du film sont ceux du Stanley Hotel, véritablement celui qui a inspiré l'hôtel Overlook du livre, où Stephen King avait passé une nuit en arrivant à la fin de la saison, donc l'hôtel allait fermer, il a dormi là-bas avec sa femme, il a passé une nuit à cauchemarder et ça lui a inspiré le livre. Donc il a pu réaliser le film à cet endroit. Donc c'est un téléfilm qui est une adaptation très fidèle du livre, puisqu'il était là pour s'en assurer, mais qui n'apporte rien vraiment de plus que le livre. Et l'histoire se poursuit en 2013, quand Stephen King sort Dr. Sleep. Donc c'est un livre plus récent, qui est la suite de Shining, en fait, centré sur le personnage de Danny Torrance, donc le petit garçon du livre. Danny est devenu adulte, il est toujours traumatisé suite à son expérience à l'Overlook, et comme son père, il est maintenant alcoolique. Il utilise son Shining, donc il a toujours son don de médium, pour réconforter les patients mourant dans l'hospice où il travaille. Ces derniers lui donnent le surnom de Dr. Sleep. Le livre est également adapté en film, donc il y a encore un film, en 2019 avec Mike Flanagan, une adaptation cette fois très fidèle au livre, donc elle arrive à convaincre les spectateurs ainsi que l'auteur, donc là Stephen King n'a pas de problème avec cette adaptation. Donc une page se tourne, silence ça tourne, se termine, et je vous retrouve à la prochaine émission. Merci beaucoup Alix, c'était vraiment passionnant, n'est-ce pas messieurs? Absolument passionnant. Ouais. Vraiment, notamment toi Guillaume, je crois que tu apprécies beaucoup Stephen King, non? Si? J'apprécie bien Stephen King, mais je suis surtout kubrickien. Donc je suis D'accord. plus du côté de Kubrick. D'accord. Même si l'adaptation est de fait, je pense, profondément infidèle. Oui. Mais comme ça, on propose... Finalement, partant d'une histoire, on a eu un film et un livre différents et les deux sont très bien.
Et toi, Robert, qu'as-tu pensé de cette rubrique J'ai pensé que c'était la suite logique de notre entretien entre les questions d'authenticité que peut se poser un auteur Absolument. et la traduction, la perception, la transcription à partir d'un film, d'une œuvre quelconque. Et donc, il y a forcément un hiatus, quelquefois. Et peut-être pour l'éviter, il vaut mieux écrire, produire soi-même. Mais en tout cas, j'aurais aimé savoir, lorsqu'il y a différentes perceptions entre un producteur de film et un auteur, il y a quand même une partie centrale, il y a quand même une partie qui est retenue, un tronc commun des deux. Et je pense que c'est ce tronc commun qui doit faire la réussite du film ou de la vente de l'ouvrage en question. Logiquement, ça devrait. Alors, avant de clore cette émission, est-ce que vous avez un livre, chacun, qui vous tient à cœur? Et est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez en dire quelque chose, vraiment 1 minute? Si. J'ai amené le livre d'Amamazama, Marie-Josée Sérol, intitulé « Langue et identité en Guadeloupe ». C'est un livre que j'ai... Est-ce que tu peux le montrer à la caméra, s'il te plaît? C'est un livre que j'ai depuis un certain nombre d'années, qui m'a un peu influencé dans le sens où... pour pouvoir asseoir et vérifier qui nous sommes, le premier outil que nous avons, c'est le langage. Absolument. Et le langage, voyant par quel biais on l'utilise, par quelles sources et ressources on y est abreuvé, parcourir cet ouvrage m'a permis de recentrer un peu notre afrocentricité, si je puis dire, sur la question et mieux comprendre comment notamment la langue guadeloupéenne, donc la langue créole, est porteuse de plus de messages qu'on ne le croit et qui sont vraiment là pour asseoir, consolider la société de Guadeloupe. Je te remercie beaucoup, Robert. Et toi, Guillaume, est-ce qu'il y a un ouvrage qui te tient particulièrement à cœur? Oui, alors c'est une question piège, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, on pense à un certain nombre de livres, on ne peut pas tous les citer, et même si on fait une shortlist, bon, ça dépasse un livre. Alors, j'ai décidé d'amener celui-ci, Poétique de la relation d'Édouard Glissant. Comme vous le savez, ayant fait un documentaire sur l'œuvre de Glissant, on peut se figurer que c'est une œuvre et une pensée qui m'importent. Tout à fait. Alors, c'est ce livre-ci de Glissant, comme ça pourrait être d'autres, mais Poétique de la relation est vraiment... celui qui formule de manière centrale cette fameuse question de la relation dans sa pensée. Et la relation est j'ai envie de dire, un outil conceptuel qui m'a beaucoup aidé à comprendre notre réel antillais, et par extension caribéen, et nous pourrions dire des Amériques. Quand Glissant parle des Amériques, c'est toute la Caraïbe insulaire, l'Amérique centrale, le sud des États-Unis aussi, et l'Amérique du Sud. Voilà, cette zone d'entremêlement, de contamination au sens positif du terme, au sens deleuzien du terme, de choc au sens hégalénien. Voilà, tout ce qui s'est fracassé dans une histoire extrêmement violente, tu le rappelais tout à l'heure, bien entendu, hein, c'est la traite négrière, c'est l'esclavage, c'est la réalité coloniale, mais qui, dans ce gouffre, pour reprendre un mot qui est important dans la pensée de Glissant, eh bien, va générer quelque chose de nouveau, de projetant. On parlait de la langue, bien entendu, et évidemment, une nouvelle réalité culturelle qui est le fruit de tout ce processus, ce bouillonnement encore une fois extrêmement violent, mais qui va générer du nouveau à tous les niveaux, bien entendu. Tout à fait. La musique, la danse, la cuisine, le magico-religieux, la langue, on y revient, et puis globalement le mode de vie. Et donc la relation dont l'une des manifestations est la créolisation au sens où Glissant entend, m'a beaucoup aidé à penser ce réel bien duquel nous arrivons, dans lequel nous arrivons, mais aussi plus globalement cette réalité du monde dans laquelle aujourd'hui tout est profondément entremêlé à tout de manière inextricable, pour reprendre un mot important de la pensée de Glissant. Merci beaucoup en tout cas Guillaume, merci Robert, merci Alix. Merci. Chers téléspectateurs, j'espère que cette émission vous aura plu, j'espère que vous aurez donc appris des choses enrichissantes. Je vous dis à très bientôt, au revoir.